Merci d'être venu, malgré la pluie. On a un temps de grenouille là cet hiver. Alors, je vais vous expliquer d'où est née ma passion pour les musiques, noires d'Amérique latine et des Caraïbes. Il y a plusieurs raisons. D'abord, je suis pianiste de jazz et ces musiques, elles partagent les mêmes racines africaines et européennes que le jazz. Donc ce sont des musiques qui sont compatibles avec le jazz et le jazz, aujourd'hui, s'inspire beaucoup de musique cubaine, haïtienne, jamaïcaine, vénézuélienne, colombienne, brésilienne et cetera. La deuxième raison, je je déjeunais une fois avec un écrivain mexicain qui a été prix Nobel de littérature, qui était ambassadeur du Mexique en Inde, qui est un écrivain, enfin qui était parce qu'il est mort, un écrivain remarquable qui s'appelle Octavio Paz, un homme fin et cultivé dont je lisais les livres lorsque j'étais adolescente, dont il a écrit un livre magnifique qui s'appelle Le labyrinthe de la solitude. Et je déjeunais un jour avec lui à Paris et puis je lui parlais du Mexique, je lui parlais des Noirs du Mexique. Et il y a plusieurs musiciens qui sont noirs au Mexique. Il m'a dit: «Il y a pas de noirs au Mexique» et il y a un boléro, par exemple, cubain très célèbre qui s'appelle Sabor a mí et c'est un compositeur afro-mexicain, qui s'appelle Alvaro Carrillo. Il y a une chanteuse très célèbre qui s'appelle Toña la Negra et cetera. Donc vous voyez, même des intellectuels cultivés, cosmopolites qui ont voyagé, ignorent, vous voyez, la présence noire dans leur propre pays. Heu, Aussi, j'étais fatiguée d'entendre beaucoup de gens dont, on va en parler plus tard, hem, dont des argentins, me dire: «Ah, mais le tango ça vient d'Europe» et pas du tout. Vous verrez dans ma conférence que le tango ça vient d'Afrique. Et la troisième raison, c'est qu'il y a une il y a une il y a eu une ignorance dans la littérature et cetera, de la présence des Noirs dans les Amériques. On a beaucoup parlé, des descendants d'Espagnols, de descendants de Portugais, des Indiens d'Amérique latine, mais quand moi j'étais étudiante, par exemple, dans les années 60, on écoutait la musique andine, on écoutait ce qu'on appelle des canciones protesta. Vous voyez, on écoutait John Baez, on écoutait ces gens, mais on n'écoutait pas de musique noire. Et j'ai suivi, au Collège de France, les cours de Roger Bastide, qui était, un spécialiste, lui, des religions afro-brésiliennes. Et il a écrit plusieurs livres et il dit aussi qu'on a occulté pendant très longtemps cette présence, vous voyez, noire dans les Amériques. Qu'on s'intéressait aux caciques indiens, à la présence des envahisseurs blancs, puisque ce sont des envahisseurs, mais qu'on a occulté, vous voyez, la présence des noirs. Or, la plupart des grandes musiques populaires qu'on écoute aujourd'hui, à notre époque, ce sont des musiques d'origine noire. Je ne parle pas du jazz, des musiques, des États-Unis, mais par exemple, le mambo, la rumba, le cha-cha-cha, en Haïti, puisque madame est haïtienne, le compas, la bossa nova, la samba, le tango, et cetera, le reggae, ce sont toutes des musiques, vous voyez, qui viennent des communautés noires d'Amérique latine. Alors, j'ai écrit ce livre, vous voyez, je me suis passionnée pour ces musiques et je me suis rendu compte qu'il y a des noirs et une présence noire dans tous les pays d'Amérique latine, sauf et encore, je vais vous dire pourquoi, le Salvador, parce qu'il y avait un président qui était, fasciste dans les années 30, qui était ami d'Hitler, qui était un partisan de Mussolini. Il a fait écrire dans la constitution de 1932 qu'on interdisait l'entrée du pays aux Noirs. Donc officiellement, si vous voulez, il n'y avait pas de Noirs. C'était le seul pays d'Amérique latine où il n'y avait pas de présence noire. Bien que, je dis bien que, pendant l'époque coloniale, il y en ait eu quelques-uns. Mais ils n'ont pas laissé beaucoup de traces, vous voyez, dans la musique du pays. Mais il y a des Noirs au Pérou, il y a des Noirs en Bolivie, il y a des Noirs, au Guatemala. Vous voyez, on ne pense pas qu'il y a des Noirs, qu'il y a des communautés noires et qui font des musiques très intéressantes. Donc c'est pour ce d'où ma passion, oui, de rechercher un peu plus, parce qu'à l'époque où j'ai écrit ce livre, il y avait en français, il y avait aucun livre qui regroupe, si vous voulez, l'ensemble des musiques noires des Amériques. Et alors je lis pas, mais j'ai pris quelques notes pour pas oublier ce que j'ai envie de vous dire. Hem, donc voi voilà. Alors la la, la traite transatlantique, elle a commencé au début du XVIe siècle, hein.
Et elle s'est terminée officiellement à la fin du 19e siècle, bien qu'après l'abolition de l'esclavage, elle est continuée encore de façon illégale. Donc, ça fait plus de 3 siècles de présence africaine, plus ou moins forte selon les pays, hein. Il y a des pays de forte présence africaine comme Cuba, comme le Brésil, comme Haïti, comme la Jamaïque, et d'autres justement comme la Bolivie, comme le Pérou, ou comme l'Argentine, où elle est moins, vous voyez, elle est moins présente. Et d'ailleurs, je vous expliquerai dans la conférence sur le tango pourquoi il y a presque plus de Noirs en Argentine. Je vous expliquerai ça là, quand on parlera de l'histoire du tango. Donc, trois, plus de 3 siècles, voyez, de présence africaine. Les 2 grandes zones de traite, c'est l'Afrique de l'Ouest, donc ce qui est aujourd'hui le Nigeria, le Bénin, toute la côte, si vous voulez. Je n'ai pas de carte d'Afrique, mais ça fait une boucle là, avec le Sénégal, le Mali, etc., le Bénin. Et la deuxième zone, c'était ce qu'on appelle en espagnol los Congos, c'est-à-dire des gens qui viennent de régions bantoues, c'est-à-dire l'actuel Congo et Angola. Pourquoi Congo et Angola? Parce que géographiquement, c'est très proche du Brésil. Si vous regardez une carte d'Afrique, ça touche presque, vous voyez, la côte des Amériques. Et alors, curieusement, la plupart des musiques populaires, par exemple le mambo, par exemple la samba ou le samba, certaines musiques africaines, certaines musiques haïtiennes populaires sont d'origine Congo, c'est-à-dire bantou. Et certaines musiques sacrées, mais pas toujours, viennent d'Afrique de l'Ouest, comme la santeria à Cuba, le ritrada par exemple, qui est un des rites vaudous du Dahomey, etc. Maintenant, ce n'est pas systématique parce qu'il y a aussi, par exemple, on le verra dans le vaudou, on le verra dans d'autres musiques, un apport bantou. Mais ce sont les 2 principales régions, vous voyez, de traite qui ont alimenté ces musiques. Et alors, très tôt, les Blancs, notamment le clergé et les autorités coloniales, ont interdit les danses des Noirs, ont interdit les tambours. Ils ont détruit les tambours parce qu'ils avaient décrété que les esclaves communiquaient, vous voyez, entre eux avec les tambours. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Il n'y a plus aux États-Unis de tambours joués avec les mains. Qu'est-ce qu'ont fait les Noirs américains? Ils ont inventé une technique de percussion qui s'appelle le ham bone, c'est-à-dire l'os de jambon. C'est une technique de percussion du corps. Et une autre technique, ça s'appelle patin juba, où on fait un peu comme le beatbox, vous savez, que font les rappeurs. On fait des rythmes avec la bouche ou avec certaines parties du corps. Et chaque fois dans les Amériques que les instruments ont été détruits, ils en ont réinventé d'autres avec les ressources, vous voyez, du bord. Ça pouvait être des outils de cuisine. Comme à l'arrivée dans les Amériques, on avait séparé des familles entières, on avait séparé des groupes ethniques entiers pour pas qu'il y ait de coalition, vous voyez, entre les esclaves, ils n'ont pas pu, bien sûr, apporter leurs instruments de musique sur les bateaux. En plus, une partie catastrophique est morte en route, a été jetée parfois vivants. S'ils étaient malades de choléra, on les jetait à la mer vivants, encore enchaînés, vous voyez, avant qu'ils arrivent sur la côte. Si les esclaves essaient d'échapper, il y avait des sévices épouvantables, on leur coupait les pieds, on les enchaînait, etc. Mais malgré tous ces sévices, malgré toute cette cruauté, ils ont témoigné d'une inventivité extraordinaire dans la création d'instruments de musique. Et sont nés des instruments créolisés, si vous voulez, qui n'existaient pas en Afrique. Alors, les tambours qui ont été détruits aux États-Unis, ils ont quand même persisté dans les Amériques latines. Et le tambour, il n'y a pas que des tambours, bien sûr, dans les musiques noires, mais le tambour joue un rôle fondamental, d'abord parce que c'est le messager des dieux, il permet de communiquer avec les dieux, il permet de communiquer avec les hommes, et dans la plupart des sociétés noires des Amériques, le tambour, il est considéré comme un être humain. Il y a des familles de tambours, il y a la maman, le papa, le maman et le bébé tambour. Et je me souviens une fois au Venezuela, à Caraballo, aux États-Unis, au Venezuela, il y avait un tambour qui avait été écrasé par un camion. Et il a eu droit à des funérailles comme si c'était un être humain. Vous voyez. Donc, le tambour parle. À Cuba, il y a des tambours sacrés qui s'appellent les batas. Alors, on les nourrit, on leur offre des libations de nourriture comme si c'était des êtres humains. Et les musiciens qui jouent ces tambours batas,
Ils doivent, pour les cérémonies religieuses, s'habiller en blanc, être exempts de relations sexuelles pendant au moins 48 heures avant de toucher ces tambours et d'être moralement purs, oui, d'avoir une conduite morale irréprochable. Et alors, les tambours sont, ils sont décorés avec des tabliers avant les cérémonies et on considère qu'ils parlent. Vous voyez, ils parlent. Donc, ce sont des êtres humains. Alors, quand il y a par exemple au Venezuela, sur la côte de Barlovento, qui est la côte atlantique, on emploie ce qu'on appelle des kitiplas. Ce sont des petites baguettes de bois qui font des rythmes. Ça fait ça, par exemple. Vous voyez? Oh, quand on n'a pas pu utiliser les tambours, on a inventé, si vous voulez, d'autres moyens de percussion. Autre caractéristique qu'on retrouve dans beaucoup de sociétés noires, malgré toutes les différences et la richesse, c'est la participation, c'est la cohésion sociale qui est liée à la musique. La musique, contrairement, vous voyez, à l'Occident où il y a un soliste qui joue sur la scène, vous voyez, avec tout un décorum, habillé de queue de pie, virtuose. Dans les sociétés d'origine africaine, l'idée de la musique qui est liée intimement à la danse, c'est de faire participer la communauté. Et alors, souvent, il y a une technique, par exemple, de chant où au lieu que ce soit une seule personne qui chante, chacun chante une note. Par exemple, ça fait do, ré, mi, do. Ça fait une mélodie, vous voyez, où chacun fait une note. Mais l'idée, c'est de faire participer, vous voyez, tout le monde. Et alors, face à l'esclavage, chaque fois que les esclaves pouvaient se réunir, vous voyez, la musique et la danse constituaient un fort, vous voyez, facteur de cohésion sociale. Alors, très tôt aussi, il y a eu ce qu'on appelle le marronnage, c'est un mot, le marron, ça vient de l'espagnol cimarrón, qui veut dire cochon sauvage. Et dans pratiquement tous les pays où il y a eu des Noirs, il y a eu du marronnage. Et ces marrons se sont souvent réfugiés dans les coins les plus inaccessibles qu'ils trouvaient dans les montagnes et ont formé des communautés. On appelle ça palenque ou on appelle ça quilombos au Brésil. Et dans ces quilombos ou ces palenques, ils essayaient de reconstituer les sociétés traditionnelles qu'ils avaient connues en Afrique, oui, avant le voyage transatlantique, avec des rois, des reines, etc. Il y en a encore qui subsistent, notamment au Suriname. Il y en a il y en avait pendant très longtemps, jusqu'au début du XXe siècle, dans la Sierra Madre à Cuba. Il y en a encore en Jamaïque, des marrons, qui sont les précurseurs du reggae d'ailleurs. Il y en avait un très célèbre au Brésil, avec un roi d'ailleurs qui s'est jeté d'une falaise pour ne pas être pris par les Blancs. Parce que dès qu'il y avait ces quilombos et que les Blancs le savaient, ils pourchassaient les Noirs avec des chiens, des fusils, et ils essayaient de détruire ces quilombos et de massacrer les habitants. Et il y en a encore un très célèbre qui s'appelle le Palenque de San Basilio en Colombie. Il y avait un roi de ce palenque qui s'appelait le roi Benco, qui a été pendu par les Blancs, mais le palenque subsiste toujours. Et j'étais en Colombie il y a quelques années, à un festival des musiques caraïbes. Il y avait des participants de toutes les Caraïbes, certains avec des orchestres somptueux, des beaux costumes, des beaux instruments. Et ce qui m'a touché le plus, c'était la musique de ces gens du palenque qui étaient habillés simplement avec des petits habits de coton, vous voyez, de jute, qui n'avaient rien de luxueux, mais c'est ce qui m'a le plus ému de tout le festival. Et on écoutera de la musique de ces palenqueros un peu plus loin. Il y a eu aussi très tôt des processus de créolisation, c'est-à-dire que dans les communautés qui étaient un peu reculées, comme les marrons de Suriname ou certains marrons de Guyane, la musique africaine s'est préservée presque de façon pure, pendant très longtemps. Et d'autres, au contraire, qui étaient en contact plus avec les Blancs ou avec des Indiens ou d'autres communautés, il y a eu très tôt un processus de créolisation, donc avec invention de nouvelles musiques, vous voyez, qui n'avaient plus rien à voir avec les musiques originaires d'Europe ou d'Afrique. Euh, alors, il s'est formé aussi, sous l'égide souvent de l'Église, des sociétés de Noirs qui essayaient de se regrouper par origine ethnique. Comme à Cuba, par exemple, ça s'appelait les cabildos.
Alors il y avait des Kabyles d'origine dahoméenne, pardon, des Kabyles d'origine Congo, et cetera, et à l'intérieur de ces Kabyles, ils pouvaient préserver, vous voyez, leur tradition, jouer leur propre musique. Hem, Par exemple, en République dominicaine, il y a encore une société, près de la capitale, dans un des faubourgs, ça s'appelle Los Congos de Villameya. Villameya, c'est un des faubourgs de la capitale de Saint-Domingue. Ils ont maintenu encore, vous voyez, leur tambour, d'origine Congo, et ils ont encore un roi, un reine, ils maintiennent tous leurs rituels. Hem, je Oui, alors on va entendre, bon, il y a il y a une île qui a appartenu à la France, qui fait partie des îles des Grenadines. C'était l'île de Saint-Vincent, et alors un bateau de négriers, dans un bateau qui arrivait d'Afrique, les Noirs ont réussi, avant qu'il arrive à terre, à se jeter à la mer, et ils se sont réfugiés sur l'île de Saint-Vincent. Et là, l'île était habitée par des Indiens caraïbes qui parlaient une des langues, caraïbes, et ils se sont réfugiés dans l'île. Les hommes se se sont ont épousé des femmes locales, et ils sont restés dans l'île, et on les appelait les Black Caribs, et ils ont commencé à parler une langue qui était un mélange de langue africaine et de langue indienne caraïbe. Et en 1760, donc c'était français à l'époque, les Français les ont tolérés parce qu'ils faisaient de mal à personne. En 1763, l'île est passée aux mains des Anglais, et les Anglais les ont chassés, les ont expulsés vers les îles, qui sont au large du Honduras. Et aujourd'hui encore, on les trouve à Belize, qui est un petit pays, le seul pays d'Amérique latine où l'anglais soit la langue officielle. On les trouve au large du Honduras et du Guatemala, et on les appelle les Garifuna ou Garinagu. Il y en a qui se sont, installés aux États-Unis, et ils ont gardé cette langue qui est un mélange de langue caraïbe et de langue africaine, et des musiques, qui leur sont propres, où ils utilisent par exemple des carapaces de tortue et d'autres instruments, qu'ils trouvent sur la plage, par exemple. Et il y a plusieurs sociétés américaines, dont Monsieur Trump, qui cherchent à les expulser pour construire des Sheraton sur la plage, vous voyez? Et la même chose qu'il veut faire à Gaza, vous voyez? Alors, on va écouter, ils ont, gardé une religion qui s'appelle le Dougou, qui est un mélange, vous voyez, de traditions de diverses régions d'Afrique. Et attendez, je regarde, donc ça sera la plage 9. C'est un genre musical à l'intérieur de ce culte qui s'appelle paranda. Camisa bangana Ils se promènent avec, ils défilent dans la rue, des costumes extraordinaires, des masques, blancs en tissu, des costumes extraordinaires, et ils ont aussi un rituel pour les morts qui est particulier à leur culte, où les morts, souvent en Afrique, sont considérés comme des conseillers des vivants. Il y a un dialogue qui continue à s'établir entre les morts et les vivants. Donc le Dougou, heu je n'ai pas apporté les couvertures des livres, mais si vous allez en bibliothèque, donc, souvenez-vous, ça s'appelle les Garinagu ou Black Caribs, qu'on trouve, donc au Guatemala. Ils se sont établis sur les régions côtières, Belize, Honduras, Guatemala, et cetera. Comme les Blancs ont systématiquement réprimé les musiques et les danses des Noirs, ils considéraient, quand ils voyaient, les danses, notamment les missionnaires, que c'était des danses lascives, vous voyez? Dès que les Noirs dansaient, c'était entre guillemets «lascif». Ah, donc ils ont cherché à les réprimer, mais dès que le travail était fini dans les sucreries, dans les champs, les Noirs dansaient entre eux quand même, se réunissaient, et il y avait un moment où ils avaient le droit de s'exprimer, c'était lors de la fête Dieu, des fêtes catholiques, ou certains carnavals. Et alors, pour pouvoir continuer, vous voyez, à pratiquer ouvertement leur danse et leur chant,
Ils ont transformé parfois des danses et des musiques religieuses en musique profane pour pouvoir participer à ces carnavals, vous voyez? Et être, entre guillemets, «tolérés» par les blancs. Et notamment à Cuba, ils défilaient devant les autorités politiques et dansaient ce qu'on appelle le tango congo. Et vous voyez que le mot tango, c'est un mot africain, vous voyez? Puisque les noirs de Cuba, ils appelaient ça tango, tango congo. Et chaque groupe ethnique défilé, vous voyez, qui avait pu se reconstituer, participait à ce carnaval avec ses propres musiques, ses propres danses, ses propres instruments de musique. À Panama, par exemple, il existe encore, lors du carnaval, un défilé, c'est à Portobello, qui est, c'est du côté atlantique du canal de Panama, à l'embouchure, si vous voulez, atlantique du canal de Panama. Et il y a chaque année un défilé avec les rois et les reines Congo. Ils élisent, des rois et des reines qui défilent avec tous leurs magnifiques costumes, leurs tambours, et cetera. Et ça existe encore à l'heure actuelle, vous voyez, à Panama. Alors, si monsieur Trump, achète le canal de Panama, je ne sais pas qu'est-ce que ça va devenir. Mais enfin, ça existe encore. Hem, Madame est haïtienne, elle ne veut pas nous parler d'Haïti. Mais Haïti, c'est un des pays, moi j'y étais au début des années 70 en Haïti. C'est un des pays où la présence africaine aussi est très vivace. Et tout le monde a entendu parler du vaudou. Vaudou, c'est un mot, faune. Les faunes, ce sont un groupe ethnique, enfin un peuple, j'aime pas beaucoup ce mot ethnique, vous voyez? Mais c'est un peuple qui vit au sud du Dahomey, heu et ça vient d'un mot Vodun, V-O-D-U-N, qui est un mot faune, d'origine faune. Et il y a plusieurs rituels dans le vaudou, donc ce qu'on appelle le rada, qui est d'origine dahoméenne, Hara, et les rites pétro au Congo qui sont bantous. Et alors, dans chaque rituel, il y a les propres chants, les propres rythmes de tambour. Et je me souviens une fois, donc quand j'étais en Haïti, j'étais invitée par un poète qui s'appelle Georges Castera. Je ne sais pas si vous enfin, tu le connais, qui habitait Pétionville. Et puis un jour, je me promenais dans la campagne, dans la plaine, et il y avait une riche dame, presque blanche, très, très pâle de couleur, qui m'invite dans sa propriété. Et puis je m'embêtais avec elle. Alors, je pars me promener, moi, dans son immense propriété, et puis j'entends des tambours au fin fond de la propriété. Alors je m'approche pour voir ce qui se passait, et puis il y avait une cérémonie vaudou. C'était une cérémonie pour une petite fille qui était, enfin, il me disait qu'elle était malade. En réalité, elle souffrait de dénutrition. Elle avait le ventre gonflé de verre et tout. Et je me suis approchée, j'ai dit: «Est-ce que je peux l'emmener à l'hôpital?» Alors je l'ai emmenée à l'hôpital la faire soigner, puis j'ai apporté de la nourriture, dont un cochon. Je leur ai offert un cochon et ils m'ont permis de rester à la cérémonie. Et alors, ça a duré toute la journée et toute la nuit. Moi, je suis restée avec eux toute la nuit. Et c'était un rite qu'on appelle le rite Mundung, qui est un rythme bantou, c'est un rythme Congo, qui existe encore du côté, africain. Et à un moment donné, il y a un chien qui est arrivé et il voulait de la nourriture. Il a commencé à gratter de la terre sous l'autel où avait lieu la cérémonie. Et alors, le chien, c'est un des animaux préférés de ce dieu, vous voyez, du dieu de ce rituel Mundung. Et alors ils ont pris le chien, ils ont fait une toute petite entaille, mais pas douloureuse, hein, pour verser deux trois gouttes de sang du chien pour offrir, vous voyez, au dieu il avait fait le sacrilège de gratter un petit peu avec sa patte. Mais c'est pas du tout cette espèce de vaudou spectaculaire qu'on croit, c'est extrêmement émouvant. Et pour cette petite fille qui, je dis, qui souffrait malheureusement de malnutrition, pardon. Et quand je suis rentrée voir la dame, je lui ai raconté ce qui s'est passé. Elle m'a dit: «Mais il y a pas de vaudou chez moi». Elle savait même pas, vous voyez? C'est pour vous dire, les classes dirigeantes, certaines, ne savaient même pas qu'au fond de la propriété, ce qui se passait, vous voyez? Et ces gens qui pratiquaient la cérémonie, ils étaient en haillons, ils n'avaient rien à se mettre sous le dos, et ils n'avaient rien à manger. Tout, la petite était, vous voyez, était dans un état lamentable, et cette femme était, enfin, pour Haïti, très riche. Elle avait une grande propriété. Jamais elle s'était souciée de voir ce qui se passait, vous voyez, sur sa propriété. Ah, alors, heu, qu'est-ce
Vous avez réussi à soigner la petite? Ben, elle souffrait de malnutrition. On lui a donné des vermifuges parce qu'elle avait déjà des vers dans le ventre. On lui a donné des vermifuges. Mais en Haïti, à l'époque, il y avait pas énormément, malheureusement, de médicaments. Et puis moi, j'ai apporté toute la nourriture que je pouvais acheter. Après, malheureusement, comme je ne restais pas en Haïti, je ne sais pas comment, vous voyez, qu'est-ce qu'il est advenu de cet enfant. Là, on va écouter, un morceau haïtien. Heu, je sais même plus ce que Sur le même CD ou bien c'est sur un autre CD? c'est le non, non, c'est le suivant, le 2. Qu'est-ce que peut-être tu mentionné, puisque tu as parlé souvent Kisa au maire, Oui, donc dire que maintenant c'est la République. du Bénin. Oui, oui, non, mais moi je dis Dahomey parce qu'à l'époque, ça venait, oui, de ce qu'on appelait à l'époque le Dahomey, mais maintenant, bien sûr, c'est la République du Bénin, oui, oui. Bien sûr, oui, oui, oui. Poser une question, parce Comme vous voulez. moi j'ai une question un peu bateau là, mais finalement pourquoi? Je vais juste me permettre de reformuler pour les personnes qui nous écoutent. Eh bien, je te passe le micro. Non, non. Moi j'ai un peu une question un peu bateau là. Je fais un peu de musique, mais finalement pourquoi cette richesse rythmique qu'il y a au niveau des gens noirs est apparue et en Europe on n'a rien vu, on n'a rien eu presque quoi. Je veux dire, Mais parce pourquoi c'est né chez les noirs tout ça? la demander au bon Dieu, ça, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a fait des gens blonds, d'autres avec des yeux bleus, ça, c'est comme ça, hein. Nous les pauvres blancs, on est un peu handicapés sur ce plan-là. Non, mais c'est interpellant, je veux dire. Oui, oui, oui. Pourquoi chez eux et pas chez nous, quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on ne peut pas tout avoir? Il faut bien qu'il y ait des gens qui aient des choses que nous n'avons pas, hein. Mais comme ça, on profite de ceux qui l'ont. Alors oui, je me souviens maintenant, parce que je parlais des carnavals. Alors, il y a un carnaval qui est très connu. Il existe aussi sous une forme un peu amoindrie, du côté dominicain, mais c'est le Rara. Et alors le Rara, c'est intimement lié au vaudou. Souvent, des maîtres Rara, ils vont d'abord dans un temple vaudou. Il y a une cérémonie vaudou, puis ils défilent dans la rue avec toutes sortes d'instruments et il y a toute une organisation sociale, avec des rois, des reines, des capitaines, des porte-drapeaux. Et là, on va entendre un instrument qui est typique d'Haïti, qui s'appelle les vaccines. Ce sont des grands tubes de bambou dans lesquels on souffle. Peut-être tu veux dire quelque chose sur le rara? Non? Bon, on va écouter un morceau avec des vaccines, justement. Oui, ça fait partie des instruments qui ont été inventés dans les Amériques, qui n'existaient pas, sous la même forme du côté africain. Tu saurais juste me dire la piste? Oui, c'est, 3. Les instruments se répondent. Alors, les Haïtiens beaucoup se sont installés à Saint-Domingue parce qu'il y a des meilleures possibilités de travail souvent que malheureusement en Haïti. Ils ont apporté le rara avec eux. Mais les Dominicains, maintenant, ils essaient d'expulser malheureusement les Haïtiens du pays. C'est hélas, toujours l'intolérance de ce qui vous ressemble pas ou d'un peuple qui est pas, entre guillemets, «le vôtre». Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Ah, alors au Venezuela, il y a des confréries noires parce que, beaucoup de ces confréries, beaucoup de ces sociétés dont je vous ai parlé, de ces cabildos, ils se sont constitués sous l'égide de l'Église catholique, qui pouvait mieux les contrôler, comme ça les parrainer, vous voyez?
Et au Venezuela, il y a des confréries noires qui défilent lors de certaines fêtes religieuses, dont, par exemple, la confrérie de Saint-Jean qui défile lors de la fête de la Saint-Jean. Et chacun, c'est pareil, a ses propres rythmes, ses propres chants. Et là, on va écouter ça s'appelle Sangueo. C'est un chant de louange pour remercier le saint de ses bienfaits. Et alors, dans les défilés, on sort la statue du saint comme en Italie, vous voyez, on la promène sur, un un petit chariot, et cetera, ou sur les épaules des participants. On l'emmène à l'église, il y a une cérémonie à l'église et on la ramène. Et tout ça se fait avec des tambours, des chants, des danses, et cetera, tout le long du parcours. Donc on va entendre une des confréries noires qui est celle de la confrérie de San Juan. Ça s'appelle Sangueo, ce rythme. C'est 3. Peut- Peut-être vous pouvez mettre une autre piste sur le même disque. Enfin, tu peux, Alan, pour voir. Non. Ay, lo, la, lo, ay, lo, baila, baila la morena. Alors, ça, c'est le fameux call and response, vous voyez, avec un soliste et le chœur qui rentre, qui répond au soliste. ¿Por qué no bailas morena? Porque no quieres bailar. Ay, vaya, levanta mi voz y me ayuda a la garganta. Ceux qui comprennent l'espagnol, là, ils rigolent parce que elle dit, Me ayuda a la garganta. elle dit pour aider la gorge. Elle parle d'aider la gorge. Santa. Et alors, ce type de voix, il est très prisé dans les Amériques, même chez les hommes, par exemple, si vous écoutez Marvin Gaye, qui chante dans un registre très aigu, et ce type de voix, parfois un peu nasale, à Cuba, ça s'appelle voz fañosa, et c'est symbolique de la tradition africaine. C'est très prisé, vous voyez, dans les musiques traditionnelles. Donc, là, je vous ai fait écouter des petits échantillons des musiques traditionnelles. Maintenant, on va entendre des musiques un peu plus créolisées, si vous voulez. Alors, Pardon? Ah, merci. C'est parce que j'ai les numéros des pistes des CD, c'est pour ça que j'en ai besoin. Hum, Il y a souvent aussi, dans les musiques noires, on a vu ce facteur de cohésion sociale que représentent la musique et la danse, il y a aussi un élément souvent de compétition, de défi, si vous voulez. Et moi, je l'ai souvent vu en Afrique, je l'ai vu à New York, fait dans les quartiers noirs. J'ai vécu longtemps à Harlem, j'ai vécu dans le South Bronx, dans les quartiers portoricains noirs. Le vois chez les rappeurs, vous voyez. On aime, si vous voulez, vous défier sur le plan de langage, par exemple. Quelqu'un vous lance une pique. Si vous répondez pas ou si vous vous fâchez, ben la personne est déçue parce que c'est un jeu, vous voyez. Si vous répondez, et moi j'ai habité 2 ans chez Picasso, c'était pareil, il vous lançait une pique, mais si vous répondiez pas, il était tout déçu. Mais si vous saviez répondre de façon humoristique, vous voyez, heu, ça l'enchantait. Et alors, c'est un jeu, chez les Noirs, par exemple, des États-Unis du Sud, il y a un jeu qui s'appelle The Dozens. Alors, ils parlent en rime. Par exemple, I'm like a rover. Alors, il faut répondre in the clover, near Dover, etc. En faisant, vous voyez, aussi des rythmes. On retrouve cet esprit de compétition, on le retrouve dans le calypso à Trinidad, où les chanteurs de calypso se défient mutuellement. On le retrouve, par exemple, dans les Antilles françaises, il y a des luttes traditionnelles, ça s'appelle le lagia ou le bélé, où il y a encore cet esprit de défi, mais c'est c'est une manière à la fois, si vous voulez, de
de canaliser l'agressivité par le chant et la musique, ce qui est quand même mieux que de se taper dessus. Et en même temps, c'est une façon, si vous voulez, de pouvoir exprimer son inventivité. Moi, je me souviens, une fois, j'étais au Mali et puis j'étais en pleine brousse. C'était d'être en 72 ou 73. J'arrivais pas à dormir, il était 2 ou 3 heures du matin. Puis tout d'un coup, j'entends des tambours pareil. Alors je me lève pour aller voir ce qui se passe. Et puis, il y avait un cercle de tambourinaires. Et le cercle, c'est la forme sacrée de l'univers. Et beaucoup de danses africaines sont en cercle, parce que c'est une forme sacrée. Et il y avait une fille, c'était en pleine brousse, hein. Il y avait personne à des kilomètres alentour. Et il y avait une fille qui dansait au milieu. Et puis tout d'un coup, elle me voit, elle me fait comme ça. Et moi, j'arrivais d'Harlem, je connaissais toutes les danses des Noirs américains. Et puis j'adore moi, comme lance des défis sur le plan de danse. Alors, elle fait un mouvement, moi je copie son mouvement, puis j'en fais un, elle me copie le mien, etc. Ça a duré toute la nuit, c'est les tambours qui étaient crevés de fatigue avant. Mais, vous voyez, c'est ça, cet esprit, c'est comme dans les jam sessions, vous voyez, en jazz, cet esprit de défi, mais qui vous pousse, vous voyez, à vous dépasser. Oui, c'est très amusant. Moi, j'en ai vu beaucoup des comme ça. Alors, bouf, ça veut pas tenir. Ce sont des combats artistiques. Exactement, exactement. Là, on va commencer à voir des musiques donc plus créolisées. Là, c'est bouf. Attendez, ça c'est fini. Attendez, je pose ça là parce que je suis un peu brouillon. Voilà, c'est dans l'île de Grenade qui a été. Alors, les îles des Caraïbes, ça a été une histoire terrible. Ça a été colonisé tour à tour par les Français, par les Anglais, par les Danois, par les Américains, par les Hollandais. Par exemple, Aruba, Curaçao, Bonaire, c'est hollandais. Saint-Vincent, ça a été français, puis ça a été anglais, puis c'est de nouveau français, puis après c'était anglais. Euh, Haïti et Saint-Domingue, c'était la colonie la plus riche à une époque de la couronne de France, hein, avant que Toussaint Louverture et le roi Christophe et tous ces héros de l'indépendance haïtienne aient repris le contrôle. Et donc, à chaque fois, les gens qui habitaient dans ces îles, ils parlaient une langue, et puis après, ça changeait de main, il fallait qu'ils apprennent une autre langue, et puis après, etc. Par exemple, à Suriname, il y a un culte qui s'appelle le Winti, qui est d'origine Ashanti et Twi, et les autorités néerlandaises ont interdit ce culte et ont obligé les Noirs à parler néerlandais et à se convertir au catholicisme. Vous vous rendez compte? Donc, la Grenade a été colonisée donc par les Français puis par les Anglais. Et alors, actuellement encore, les gens y parlent un anglais qui est mêlé de patois français, de mots de patois français. Et il subsiste encore le culte de Shango, qui est un dieu yoruba. C'est le dieu du tonnerre, entre autres, qui existe également à Cuba, que l'on retrouve à Trinidad et que l'on retrouve au Brésil aussi. Et là, on va entendre un chant de travail avec toujours cette technique de call and response, avec un soliste, vous voyez, et le chœur qui lui répond. Alors, c'est la plage 16. Et là, c'est déjà créolisé, puisque c'est beaucoup plus créolisé déjà. Souvent, vous savez, les esclaves, ils voyaient leur maître danser le menuet, la quadrille, ils entendaient des chants de marins, ils entendaient des chants de travail, et ils se sont souvent inspirés. Et d'ailleurs, ce qu'on appelait les esclaves de maison, souvent, il y en a qui jouaient du piano, qui jouaient du violon, et les maîtres, ils étaient tellement doués en musique qu'ils les chargeaient de jouer pour leurs invités, vous voyez? C'était les musiciens, si vous voulez, de la maison. Donc très tôt, les Noirs ont adopté certaines de ces danses et de ces musiques européennes, mais à leur façon, vous voyez? En les syncopant, en ajoutant des éléments qui leur étaient propres. Wadadi girl with the sister body la. Fancy you that a papa me duty. Hey, mama te de fessa. Hey, mama te de fessa. Pas moins, vous voyez, moins, ça c'est du patois français, moins, on le retrouve dans plusieurs langues créoles. Speak to you. Speak to you, là, il parle anglais, vous voyez. Speak to you. You that a papa me duty. Ça, c'est un chant de travail. Alors, il y a les kumbites, c'est comme les kumbites en Haïti. Il y a souvent
pour encourager les gens à travailler. Il y a des groupes de travail qui se constituent et on chante ou on joue du tambour pour encourager les gens à travailler. Moi, par exemple, je voyais moi au Mali, les femmes quand elles pilaient le mil, c'est un, vous voyez, et puis ting, tout, tay, tout, vous voyez. Et là, c'est le même principe, vous voyez. Moi, tiens, en parlant de créole, une fois j'étais en Louisiane. Et j'étais chez des Noirs de Louisiane, de la campagne, qui parlaient. J'étais avec j'accompagnais une jeune haïtienne, justement. Et alors, quand ils ont su qu'elle, elle était haïtienne, donc elle parlait créole, et que moi, j'étais française, je n'étais pas une blanche américaine, ouh, ils nous ont fait un festin. Ça, on devait rester 1 heure, on est resté 3 jours et 3 nuits. Et puis, ils nous ont demandé à chacune de faire un discours. Et puis moi, ils m'ont demandé de chanter aussi. Et alors, quand j'étais petite, j'avais appris, je crois que je voulais chanter, j'avais appris une chanson en créole de Louisiane. Alors ça dit, ah, gade piti milat la monsieur banjo, comment li insolent, chapeau sur le côté, monsieur banjo, cigare à la bouche, souillé capé fait, coin, coin, monsieur banjo, ah, gade piti milat la monsieur banjo, comment li insolent. Et ils étaient ravis parce que eux, ils parlaient encore patois. Non, non. Ils- ils- ces gens-là, en Louisiane, ils parlaient encore patois français, vous voyez. Pardon? Oui, 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 le Konesoba, elle est très connue en Louisiane. Il y en a d'autres. Zélimto, quitte la plaine, yeux à moi, qu'elle va pleurer. C'est des chansons très connues. Dans les campagnes, tous les Noirs de Louisiane la connaissent. Donc, vous voyez, à Saint-Vincent, ce mélange d'anglais et de patois français qui subsiste, qui est très intéressant et qu'on retrouve dans d'autres régions des Caraïbes. Par exemple, tout à l'heure, on va parler du calypso. À Trinidad, qui a été français avant d'être anglais, euh, on parlait un patois français aussi. Et dans le calypso, souvent, il y a encore des paroles de patois français qui subsistent. Euh, Colombie, on va parler de la Colombie. Je peux malheureusement pas, on a tellement peu de temps, je ne peux pas vous faire entendre de la musique de tous les pays d'Amérique latine et des Caraïbes parce que ce serait impossible. Mais la Colombie est très riche aussi en musique d'origine africaine. Alors, il y a la côte du Pacifique où on joue des musiques, ça s'appelle le curulao, qui se joue avec des marimbas. Vous la connaissez? Hein? Non? Ah bon, parce que je vous voyais hocher la tête, je pensais peut-être. C'est là où sont les Noirs, sur la côte. Ils sont, pourquoi ils sont? Parce que les Noirs, si vous voulez, lors du peuplement des Amériques, souvent les Noirs sont sur les côtes parce qu'ils travaillent dans les plantations côtières. Par exemple, toute la région côtière au Pérou, ce sont des Noirs, Verchit, Ica, toute cette région-là. Donc, souvent, on trouve les Blancs dans les plaines, les Noirs dans les régions côtières qui travaillent dans les plantations, ou alors dans les mines, et parce qu'ils étaient employés aussi comme en Bolivie ou au Brésil, au Minas Gerais, pour travailler dans les mines, où souvent d'ailleurs ils mouraient très jeunes parce qu'ils avaient des poussières dans les poumons, ils travaillaient dans des conditions épouvantables, et que les Indiens qui étaient, euh, entre guillemets, moins robustes, mouraient même avant les Noirs. Donc on a utilisé des Noirs pour remplacer les Indiens ou les Indiens qu'on avait massacrés. Et on trouve les Indiens soit dans les montagnes, soit dans les forêts tropicales, comme la forêt d'Amazonie, vous voyez. Mais souvent dans les régions côtières, c'est là qu'on trouve les zones de forte densité noire. Donc, pour en revenir à la Colombie, oui, Il y a un lien entre les plantations et celles qu'elles sont au bord de l'océan, juste du Midi, des ben, c'est aussi infinités. probablement, moi je ne suis pas botaniste, et puis parce que débarquer à Peine d'Afrique, c'était plus facile de les laisser sur la côte aussi que de les emmener, vous voyez, loin. Et puis que dans les montagnes, bien sûr, c'était plus compliqué d'avoir des plantations, comme au Pérou, par exemple. C'était beaucoup plus facile d'avoir des plantations sur la côte. Oui, et dans les zones de forêt tropicale, bien sûr, il n'y avait pas non plus de plantations. Donc, en Colombie, il y a la zone pacifique, avec la musique de marimba. Et sur la côte atlantique, qui est aussi très riche, toute la région autour de Cartagena, euh, il y a énormément de musique noire, comme cette chanson Se va el caimán, etc. Vous la connaissez, cette chanson qui s'appelle Un porro. Et c'est là
enfin, c'est dans l'intérieur, mais avec une influence des musiques côtières, qu'est née la cumbia. Je ne sais pas si vous connaissez la cumbia. En mi tierra colombiana, porororororun, tiririrun, tira, titirirudun, tira, titi. Ça se danse comme ça. Je me souviens, quand j'étais à Cartagena, les concerts du festival dont je vous ai parlé, où il y avait ces marrons du Palenque, ça avait lieu dans des vieilles arènes en bois qui étaient un peu tremblantes. Et puis alors, tous les gens qui sautaient sur les bancs, faisaient cumbia, cumbia, ring, ting, 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 ring, ting. Je me suis dit, ça y est, ça va s'écrouler. J'étais tous fous de cumbia. Là, qu'est-ce qu'on va écouter alors? Attendez, de Colombie, je me souviens plus. Ah, alors, c'est justement, je vous ai parlé du fameux palenque de San Basilio qui existe encore. Et là, on va écouter une musique qui a été influencée par le son cubain, parce qu'il y a des Cubains qui sont venus au palenque travailler dans des raffineries de sucre. Et ils ont apporté avec eux le son dont je vous ai parlé lorsque j'ai parlé de Cuba. Et il s'est constitué dans le palenque des groupes de musiciens qui utilisent encore certains instruments traditionnels comme la marimbula. La marimbula, c'est une caisse de bois, un peu comme la sansa, vous savez, en Afrique, avec des lamelles métalliques. Et ils jouent le son comme le jouaient autrefois les Cubains, c'est avec la marimbula. Et ces musiciens... Non, la marimba, c'est comme un xylophone. Hein. Et ça, c'est une espèce de caisse qui n'est pas très grande, avec des lamelles métalliques et un trou au milieu qui sert de caisse de résonance. La marimba, il y en a qui sont gigantesques, il y en a qui font 2 mètres, 3 mètres même. Il y a même des marimbas où il faut être 2 ou 3 musiciens sur le même marimba, vous voyez. Donc, on va entendre ce son palenquero et qui est joué, là encore, ce sont des groupes d'entraide sociale, vous voyez, de Noirs, ça s'appelle des cuagros. C'est un peu comme les groupes de travail dont je vous ai parlé. Les gens se réunissent par cuagro, c'est-à-dire chaque groupe d'entraide, et chacun a sa propre musique, etc. Et le groupe s'appelle Sexteto Tabala. Et c'est la plage 8. 8. Esa canción ya componerlo cuando tía mi Manuela estaba grave. El año pasado. Il explique quand est-ce que la chanson a été composée et dans quelles circonstances pour une femme qui s'appelle Manuela, qui s'appelait Manuela. Ella estaba a la larga. A las 8 de la noche ya componé tía mí esa canción y ya llorá. Y vamos con Seteto Tabalá. Ese Seteto es insulto. Y Seteto y Palenque también. Allá salí de San Juanito, con un porro muy bonito. Allá salí de San Juanito, con un porro muy bonito. Para cantarle a Manuela que vive con los angelitos. Para cantarle a Manuela que vive con los angelitos. Adiós. Et vous reconnaissez dans le fond, pour ceux qui étaient là pour la musique ébène, la clave, le rythme de clave. King, 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 Adiós, Manuela. Con los angelitos del cielo, es una cosa bonita. Los angelitos del cielo, es una cosa bonita. Alors, en Haïti, se sont développés, j'ai brièvement évoqué le vaudou, mais il y a toute une tradition de musique populaire, dont la méringue, qui est un peu différente du merengue dominicain. Le merengue dominicain est un peu plus rapide que la méringue haïtienne, le compas, etc. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous parler de toutes ces musiques, c'est tellement riche. Et il y a une tradition aussi de chanteurs qu'on appelle les troubadours, qui s'accompagnent souvent avec la guitare, qui ont souvent des petits ensembles, et on va entendre le groupe un troubadour qui s'appelle Ticoca. Et l'instrumentation, c'est accordéon, banjo, maracas et percussion. Et la chanson qu'on va entendre, c'est un ode vaudou
à Agoué, qui était l'esprit de la mer, et ça évoque aussi le passage transatlantique depuis Gorée au Sénégal, là, un des ports d'embarquement des esclaves pour les Amériques. Et c'est la plage numéro 1, Tikoka. Trois feuilles, trois racines, j'étais lié, ramassé songer. Trois feuilles, trois racines, j'étais lié, ramassé songer. Moi, gain basse loin, trois feuilles, tombé là-dedans. C'est loin moins, toi fais la tomber la gueule. J'ai défié, maman, c'est Bon, vous voyez, récupération d'instruments européens, parce que l'accordéon, ça a été amené par les Allemands dans les Amériques, la harpe par les jésuites espagnols. Vous voyez, il y a différentes origines des instruments de musique combinés avec des instruments plus traditionnels, vous voyez, des percussions d'origine africaine. Par exemple, les claves, on les retrouve sous des formes différentes en Afrique aussi, vous voyez. Est-ce que tu veux parler des troubadours? Tu veux dire quelque chose à propos? Non. Je vais la chasser, hein, elle est inutile. J'espérais qu'elle allait. C'est comme je voulais que Dominique, là-haut, là, elle vienne nous parler un peu de Jamaïque. Elle ne veut pas. Mais quand elle entendra Grégoire. Oh, tu parles d'un seigneur. C'est moi qui vais te saigner. C'est moi qui vais te saigner. Attention. Hein. C'est moi. Je vais te saigner, moi. Bon. Écoute, je suis désolée de ne pas pouvoir vous faire écouter plus de musique. C'est un tout petit échantillon, vous voyez, de certaines musiques en espérant que vous aurez peut-être l'envie après d'en entendre d'autres et beaucoup plus. Alors, on va passer à Trinidad. Trinidad et Tobago, oui, ont été pareillement colonisés par les Espagnols, par les Français, par les Anglais, envahis par les Américains, etc. C'est connu une histoire tumultueuse. Lorsque en Haïti, il y a eu la Révolution, il y a des planteurs français qui se sont réfugiés aussi à Trinidad, en emmenant certains esclaves avec eux. De même, des planteurs venus de Martinique et de Guadeloupe se sont installés en Trinidad. Donc, c'est encore une histoire très complexe. À Tobago, qui est resté plus, entre guillemets, africain que Trinidad, on pratique toujours, comme au Brésil, le culte de Shango, cette divinité Yoruba dont je vous ai parlé. Et alors, quand on parlera du Brésil, on parlera du candomblé, et quand on parlera du Rio de la Plata, il y a un autre culte qui s'appelle le candombe, c'est la même racine bantou, et candomblé ou candombe, ça vient d'un mot bantou, ka, c'est un préfixe bantou, kandombele, qui veut dire prier les dieux. Et beaucoup de mots, vous voyez, qui sont passés maintenant dans le langage. Maintenant, le candombe, si vous allez à Montevideo, c'est presque plus un culte religieux. Ça fait partie des traditions de carnaval où les musiciens, vous voyez, défilent dans la rue. Mais beaucoup de mots que je vous avais dit, par exemple le mot mambo. Mambo en Haïti, c'est une prêtresse vaudou. Et à Cuba, mambo, ça veut dire prier, ça veut dire conversation avec les dieux. Mambo, c'est une conversation avec les dieux. Et donc, vous voyez, des genres musicaux qui sont passés dans le registre profane ont une origine sacrée, ou certains mots ont une origine sacrée. Alors, à Trinidad, le calypso, ça s'appelait à l'origine caïsso, ça s'écrivait K-A-I-S-O, et c'était chanté en patois français. Et souvent dans la rue, il y avait des bagarres avec des bâtons, qui s'appelait Kalinda. Des groupes de chanteurs de calypso, ils se défiaient avec des bâtons et ils se battaient dans la rue avec des bâtons. Naturellement, les autorités ont immédiatement interdit le kalinda. Mais l'esprit, si vous voulez, de compétition, il est resté dans le calypso où les chanteurs se défient mutuellement dans ce qu'on appelle les tentes, des tentes,
où les chanteurs viennent chanter devant un public et se lancent des pics. Le calypso, c'est une espèce de chronique, comme dans d'autres types de chansons africaines du quotidien. C'est un commentaire sur les sociales et il y a un élément de satire qui est extrêmement fort dans le calypso. Il y avait notamment un calypso qui a été le plus célèbre calypso en 1943 de Trinidad, qui s'appelait Rum and Coca-Cola. Et c'était une critique de l'invasion américaine parce que, sous prétexte que c'était la guerre mondiale, en 1940, les Américains ont débarqué, ont envahi Trinidad sous prétexte de défendre les raffineries de pétrole dont ils avaient soi-disant besoin pendant la guerre. Et alors, Rum and Coca-Cola, ça se moque, c'est une satire des soldats américains qui, avec leur argent, ils essayaient de dévoyer les femmes pour les prostituer. Et ça a été repris par un groupe de trois chanteuses blanches américaines, ça s'appelait The Andrews Sisters. Mais elles sont passées complètement à côté, vous voyez, du sens politique de la chanson. Et alors, le calypso, il a connu une vogue énorme dans les années 40 et 50, notamment avec Harry Belafonte, qui n'était pas de Trinidad, mais qui était américain. Certainement, vous connaissez Matilda ou Down the way, et alors, j'avais 9 ans, j'étais en Angleterre, ma mère, elle m'avait mis dans une famille pour apprendre l'anglais. Et puis, il y avait Harry Belafonte qui passe à la télévision. Et puis, je dis à la dame anglaise, « Oh, I love Harry Belafonte ». Elle me regarde d'un air scandalisé. Elle me dit, on ne dit pas « I love », on dit « I like ». Et moi du haut de mes 9 ans, je dis, mais I don't like him, I love him. Nat King Cole, Harry Belafonte, et la Fitzgerald aussi, elle a chanté calypso, Stone Cold Dead in the Market. Elle a chanté notamment un calypso. Alors là, on va entendre, je vais raconter une histoire parce que il est encore vivant, il a 89 ans, il s'appelle Mighty Sparrow. C'est son nom, si vous voulez, c'est son nom d'artiste. Il est originaire de Grenade, mais il a grandi à Trinidad. Et une fois, je me trouvais dans un tout petit avion, parce qu'à l'époque, je jouais aussi de la flûte et du saxophone. J'avais ma flûte avec moi, et on était dans un petit avion qui allait de Saint-Thomas à Sainte-Croix. Et puis, il y avait un monsieur à côté de moi, il me dit « Oh, tu as une flûte ?» Il me dit « Sors ta flûte, joue, dans l'avion. » Alors, je sors ma flûte, je commence à jouer, puis il se met à chanter. Je me dis « Oh là là, il a une belle voix, cet homme, il chante bien. » Je ne savais pas qui c'était. Et puis, on arrive à Sainte-Croix. Au moment d'atterrir, une foule à l'aéroport de Sainte-Croix et tout. Et ils attendaient, c'était Mighty Sparrow, ce fameux chanteur à côté de moi, qui allait donner un concert. Il y avait des centaines de personnes massées. Et il était à côté de moi dans l'avion. Je me dis, mais tiens, il chante pas mal. Je ne savais pas qui c'était. Bref. Alors, on va entendre une des chansons de mon ami, enfin mon voisin d'avion, Mighty Sparrow. Ça s'appelle Gin and Dinah. Pardon ? Pourquoi ? J'ai fait ce que j'ai pu avec ma flûte, mais lui chantait tellement bien, j'étais émerveillée. Et puis quand j'ai vu la foule qui l'attendait, je me suis dit, oh là là. Alors oui, c'est le numéro 1. Pardon ? Mais je ne pouvais pas malheureusement, parce que moi je devais après aller je ne sais plus où. Mais sinon je serais volontiers allé, oui. Oh bah il m'aurait certainement invité, oui, il était charmant. Pardon ? Oui, c'était pas un blanc. Ah, oui. J'ai pas de photo, malheureusement. Je vais te montrer une photo sur mon téléphone. C'était un bel homme, d'ailleurs. Enfin, il est encore vivant, hein. Ça c'est in for a penny and in for a pound. Believe me, it's competition for so trouble in the town when the price drop low. So when you bump some Gina and Dinah, Rosita and Clementina, on the corner posing.
that your life is something they say. Mon voisin d'avion. Get them all for nothing. Don't Mon make voisin d'avion. Oui, il a 89 ans. smile, okay, cool now. Et puis, naturellement, je pense que vous connaissez tous les steel bands. Hein, et ça a été inventé avec des fûts de pétrole. C'est encore un témoignage, vous voyez, de l'invention des Noirs dans les Caraïbes ou en Amérique latine, qu'ils ont réutilisé avec des fûts de pétrole pour faire. Ils ont des orchestres extraordinaires. Ils peuvent jouer même de la musique classique sur ces steel bands. Bon, on passe à la Jamaïque. Alors, elle ne veut pas venir, notre amie. On a une amie là-haut qui a vécu en Jamaïque, Dominique. Elle connaît tout de la musique. Elle a même embrassé le fils de Bob Marley. Elle nous a raconté, n'est-ce pas? Je crois qu'elle connaît Grégory Isaac. Alors, la Jamaïque, il y a encore des marrons qui vivent dans les montagnes, qui se sont réfugiés et qui pratiquent un culte d'origine achantique qui s'appelle le Kumina, qui ressemble beaucoup au Winti des marrons de Suriname, parce que ce sont les mêmes racines twi achanti, les mêmes tambours, les mêmes sortes de chants, les mêmes traditions. Il y a une araignée achanti aussi dans les contes populaires qui ressort chez les marrons de Suriname comme chez ceux de Jamaïque. Alors, nous avons ici un spécialiste du reggae, n'est-ce pas, Alan? Et le reggae s'est passé par différents types de musique. Le mento, le ska, il y a eu toute une évolution jusqu'au reggae. Tu veux dire quelques mots là-dessus? Non, mais tu le fais très bien. Ça a été aussi intimement lié au mouvement Rastafari qui est né dans les années 30, qui est un mouvement qui a été lancé par Marcus Garvey, enfin les adeptes de Marcus Garvey, qui était un des pionniers du panafricanisme aux États-Unis. Et il considérait Haïlé Sélassié, donc le Négus, comme un descendant de Jésus-Christ sur terre. Et les tambours utilisés dans le culte du Kumina et ensuite dans le reggae étaient utilisés dans les cérémonies de Rastafari. Rastafari, comme ils disent là-bas. Rastafari. Alors, le reggae, tout le monde connaît Bob Marley, tout le monde connaît les grands noms du reggae. Bob Marley, c'était le fils d'un Anglais qui était chef de plantation et d'une femme noire. Il a eu beaucoup d'enfants, pas tous légitimes, dont certains sont devenus musiciens. Et là, on va entendre... Mais il s'est occupé de tous ses enfants légitimes. Oui, c'était un bon papa. Mais il est mort jeune, à 36 ans d'un cancer, malheureusement. Et on va entendre un autre qui s'appelle il est mort aussi, le pauvre, relativement jeune, à Londres, à 59 ans. Il s'appelle Gregory Isaac. Et malheureusement, il prenait beaucoup de drogue, il a été interné dans un pénitencier. Et puis, il est ressorti. Après, il a eu un renouveau de carrière. On va entendre un morceau qui s'appelle No Speech. C'est la plage 6. 6. Not one single word. No speech, no language, where the voice is not heard. Ça va. Alors, I said vous there parce is qu'on connaît, no tout le monde connaît le reggae. Alors moi, speech, no language. je suis un peu fâchée avec les Jamaïcains parce que j'arrivais de Cuba et puis à Cuba tout le monde danse en couple, les hommes, les femmes. Et la Jamaïque c'est tout près de Cuba géographiquement. Et là-bas ils dansaient tous comme des andouilles là, tout seuls. Les hommes ils n'invitaient pas les femmes à danser. Reggae. Et ils étaient à 2 pas de Cuba, ils écoutaient absolument pas la musique cubaine, c'était seulement reggae. Comme en Martinique, une fois j'avais organisé un festival de jazz, j'ai fait venir les meilleurs musiciens de Los Angeles, de Minneapolis, partout, et il y avait des gens sur la plage, ils disaient zouk, c'est la musique typique de Martinique, zouk, et là-bas c'était reggae.
Enfin bref. Tu veux dire quelque chose, toi, sur le reggae Alan? Non, tu parlais tout à l'heure de l'esprit de compétition. Oui. Et puis après, il y a eu, je pense, déjà la période du ska, mais après aussi, un peu dans le roots, il y a eu toute les sound systems, en fait, qui construisaient des immenses sound systems avec... Alors les sound systems, c'était des haut-parleurs immenses qui étaient souvent sur des camions qui se déplaçaient dans l'île avec des DJ qui faisaient écouter la musique aux gens. Voilà, puis du coup, ils se dépêchaient de produire leur musique, ils allaient les jouer en soirée, et puis ils grattaient sur l'étiquette le nom parce qu'ils ne voulaient pas se faire piquer le morceau par les autres DJ. Du coup, il y avait tout cet aspect compétitif. Et puis, récupérer beaucoup de disques de rhythm blues, de soul music des États-Unis, où il y a encore là, une fois de plus, ils grattaient l'étiquette pour pas savoir que ça avait été piraté des États-Unis. Et puis, il y avait M. Coxon avec ses studios. Il y avait des producteurs qui, sur place, vous savez, qui construisaient des petits studios et immédiatement qui enregistraient toutes ces musiques. C'est grâce à M. Coxon qu'on a eu pas mal de... C'était l'un des producteurs les plus connus de Jamaïque. Studio One, ouais. Ouais, Studio One. Maintenant, on va passer à la Colombie. On va passer aux musiques... on va continuer avec les musiques populaires puisqu'on a fini avec les musiques traditionnelles. Et on va passer à la salsa colombienne. La salsa, c'est un mot qui a été inventé par... un monsieur qui avait une émission de radio au Venezuela qui s'appelait La Hora del Té y del Sabor. Et pour désigner les musiques d'origine cubaine que jouaient en particulier les portoricains de New York, il a inventé le mot salsa qui veut dire sauce. Mais il n'y a jamais eu un genre musical qui s'appelle sauce. C'est lui qui a commencé à appeler ça salsa, salsa, salsa. Et puis ça a pris, à New York, ça a pris parce que c'était facile, vous voyez, à mémoriser. Et les Cubains, ils étaient furieux parce qu'ils disaient, mais tous ces gens-là, ils prennent notre musique, mais nous, on n'a jamais appelé ça salsa. On appelle ça son, mambo, cha-cha-cha, etc. Et encore à Cuba, ils ne veulent pas qu'on appelle ça salsa. Bon, maintenant, ils commencent à changer un peu parce que, étant donné la popularité maintenant de ce mot, ils ont ouvert des écoles de danse. Alors, ils disent aux touristes, venez apprendre la salsa. Mais là, on va écouter un des meilleurs chanteurs de salsa colombiens. Et en Colombie, il y a un grand festival de salsa, à Cali notamment. Et il s'appelle Yuri Buenaventura. Il a vécu en France d'ailleurs à une certaine époque. Mais il n'oublie pas les racines africaines, parce que le morceau s'appelle Herencia Africana, c'est-à-dire l'héritage africain. Herencia Africana. Et il y a même un groupe de salsa en Colombie qui s'appelle Los Niches. Et Niche, c'est un terme méprisant pour désigner les Noirs. Ça s'emploie aussi à Cuba, Nietzsche ou Nietzsche. Un nègre, quoi. Mais c'est employé de façon presque honorifique, revendicatif. On revendique le fait d'être nègre, si vous voulez. Donc, c'est la plage 4, Herencia Africana. Donc, c'est une musique d'origine cubaine, mais interprétée, vous voyez, localement. Bon, l'eau, c'est bien sûr le passage transatlantique. Hein. Nous sommes l'héritage africain. J'ai de l'orgueil de ma race. Voilà. Maintenant, on va entendre une autre chanson de salsa, cette fois-ci jouée par un orchestre portoricain. Pour moi, c'est le meilleur orchestre. J'ai vécu à Porto Rico. C'est l'un des meilleurs orchestres de l'île. Ça s'appelle la Sonora
Ponceña, avec un excellent pianiste. Je vous l'avais fait écouter la première fois quand je parlais du Cuba, qui s'appelle Papo Luca. Il a accompagné Celia Cruz, je l'ai souvent entendu à New York. Et ça s'appelle Bomba Carambomba. Alors, à Porto Rico, il y a une petite ville de la côte du Nord qui s'appelle Loíza Aldea, qui a gardé les traditions africaines. Et il y a une danse qui s'appelle la bomba. Et dans la bomba, il y a un danseur qui invente les pas et le tambour soliste, il doit reproduire les pas du danseur au fur et à mesure, vous voyez, que celui-ci les invente. Il y a aussi une autre, parce que j'ai enseigné, figurez-vous, j'ai enseigné la musique portoricaine aux portoricains à l'université portoricaine de New York. Ça s'appelle Boricua College. Et alors, il y a une autre forme de musique qui s'appelle la plena, qui se joue avec des tambourins, qui est plus métissée. Mais la bomba est restée plus africaine. Et là, on va entendre un morceau qui s'appelle Bomba Carambomba. Ce n'est pas une bomba traditionnelle, mais ça évoque la bomba. Et c'est joué par la Sonora Ponceña. Ponce étant une ville de la côte sud de Porto Rico. C'est la Sonora, l'orchestre de Ponce. La Sonora Ponceña. On arrive au bout, hein. On a encore après une plage et puis après... Alors, attendez. C'est 5. Ya se llenó de alegría el festival, pero que ya se llenó de alegría. La fête s'est remplie de joie. Se llenó de alegría el festival. Resonó en el confín el bacará, el bacará, el bacará. Entra la negra rosa con su talla apretado y muy tirado de blanco la sigue tan hilao. Y se forma la rumba con un gran furor y se viste de fiesta mi amante corazón. Bomba cara bomba, ven baila mi bomba. Pollito lindo, pa' ti te traigo la bomba. Y Rosa me dijo a mí, no se corta con tijera. Une fois j'étais à Porto Rico, il y a une grande famille qui s'appelle la famille Cepeda qui maintient cette tradition de la bomba. Ils fabriquent leur propre tambour et l'un des petits-fils, Cepeda, c'est un tromboniste de jazz très connu à Porto Rico. Et j'ai vu l'aïeule de la famille danser, elle avait plus de 90 ans à l'époque. Et elle dansait encore, elle relevait ses jupes devant les tambours. Dans les traditions africaines, d'abord, avant de danser, on salue le tambour, qui est une personne, et on lui demande la permission de danser. Alors, elle avait salué le tambour, et puis elle dansait en relevant ses jupes avec une verdeur étonnante pour quelqu'un de 90 ans. Et elle dansait tellement bien, elle inventait des pas tellement compliqués que celui qui jouait le tambour soliste, il avait de la peine, vous voyez, à la suivre. Et là, on vient d'écouter donc cet orchestre, la Sonora Ponceña, et un jour, il jouait sur la côte sud, à une petite ville qui s'appelle Isabel. Et puis, j'étais en train, c'est pour vous dire à quel point à Porto Rico, les gens aiment la musique et la danse. J'étais en train de danser, puis j'étais fatiguée, alors je m'arrête. Tous les gens qui font ça, continue. Je vois tout un cercle autour de moi. Ils disaient, non, t'arrêtes pas. Et puis moi, j'en pouvais plus de danser. Je ne donnais pas un spectacle, je dansais comme ça pour moi. Tous les gens, sigue, continue. Alors pour leur échapper, j'étais obligée de monter sur scène. Et puis j'ai dit au pianiste, laisse-moi jouer. J'ai joué avec l'orchestre pour pouvoir échapper. Il y avait le pianiste de l'orchestre, je l'avais rencontré quelques années plus tard à Paris, il s'en souvenait encore. Bon, maintenant, on passe au jazz latino-américain qui s'inspire souvent de ces musiques traditionnelles. Alors, on va écouter, au Venezuela, il y a un rythme qui s'appelle le joropo, qui est un mélange. Est-ce que vous vous souvenez, la première fois, je vous ai fait faire un mélange de rythme à 3 et à 4/4. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Et le joropo, c'est une combinaison de rythme à 3/4 et à 4/4.
Et là, on va entendre un vibraphoniste qui s'appelle Alfredo Naranjo. Il reprend une vieille chanson traditionnelle vénézuélienne. Ça s'appelle Caballo Viejo. Et c'est la plage 8. Donc là, on en est au jazz cette fois-ci. Hein. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario. Cuando las ganas se juntan, cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y Guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le danza. Le jazz, il a commencé à s'enrichir d'influences latines dans les années 40 avec la musique cubaine. On appelait ça cubop, c'est-à-dire mélange de bebop et de musique cubaine. Ensuite, dans les années 50, il a adopté les rythmes brésiliens, la samba, la bossa nova. Et puis maintenant, son chant s'élargit encore plus. Et il adopte des musiques du Venezuela, de Colombie, de Panama. Il y a de plus en plus de jazzmen qui viennent d'Amérique latine et qui apportent leur contribution, voyez, au jazz. Et beaucoup de jazzmen américains qui, eux, étudient aussi les rythmes latins pour les intégrer à leur répertoire. Là, on va entendre cette fois-ci un calypso qui a été composé par un trompettiste américain qui s'appelle Blue Mitchell. Et c'est joué par un ami à moi, c'est un pianiste de jazz américain qui s'appelle Kenny Barron. Et le calypso, il est très connu, il s'appelle Fungi Mama. C'est la plage 4. Donc, le calypso, mais cette fois-ci en jazz, vous voyez, interprété par des jazzmen. Souvenez-vous du nom du pianiste, c'est excellent pianiste, Kenny Barron. J'ai écrit entre autres un livre qui s'appelle Résonance, entretien des grands pianistes de jazz. Et il y a dans ce livre notamment un entretien avec Kenny Barron. Et on va terminer avec la Martinique. Alors en Martinique, il y a eu, puisque c'est encore, ça fait partie de la France, c'est un département français, département d'outre-mer, il y a eu l'influence, comme en Guyane d'ailleurs, des quadrilles. Et il y a encore des sociétés de quadrilles en Martinique et en Guadeloupe où les femmes s'habillent traditionnellement avec des foulards, des jolis bijoux en or, des jupes longues pour danser le quadrille. Pareil dans la partie d'Oriente et de Cuba, où beaucoup d'Haïtiens, au moment de l'indépendance, se sont réfugiés et ont apporté avec eux des danses haïtiennes. Et il y a encore des sociétés qui s'appellent les tumbas francesas, où ils dansent avec des tambours et des costumes influencés par le quadrille. Ils dansent, c'est des danses de couple, on se promène au bras du monsieur, etc. On fait toutes les figures de style du quadrille.
Et là, on va entendre, c'est le disque là, hein. C'est un pianiste martiniquais, c'est un ami à moi, excellent pianiste martiniquais qui habite Paris. Il s'appelle Mario Canonge. Et ça évoque Balata, qui est le quartier de Fort-de-France où il est né. Et lui, je vous ai parlé tout à l'heure, est-ce que je vous ai parlé de la biguine? Non, dans les années 30, il y a eu un rythme créole inventé en Martinique et en Guadeloupe, ça s'appelle la biguine. Et c'était toute la rage de Paris, ça a été à la mode. Il y avait une communauté antillaise à Paris et il y avait un fameux club à Paris, il s'appelait le Bal Nègre, fréquenté par Joséphine Baker, par Picasso, par Robert Desnos. Tous les artistes allaient au Bal Nègre et ils allaient, entre guillemets, ce qu'on appelait s'encanailler avec des Noirs. Les femmes blanches là, étaient ravies de pouvoir danser avec des Noirs. Et on jouait énormément de biguine. Ça a été la rage à Paris dans les années 30. Et les orchestres de biguine, ils ressemblaient par certains côtés aux orchestres de jazz de la Nouvelle-Orléans de la même époque. Et ces orchestres, d'ailleurs, s'appelaient jazz. On appelait l'orchestre un jazz ou un petit jazz, un petit jazz. Et plusieurs pianistes, plusieurs musiciens guadeloupéens et martiniquais ont utilisé donc cette biguine et ont mis des rythmes de jazz par-dessus. Alors, je n'ai pas de tambour avec moi, mais avec une baguette sur le côté du tambour, une baguette qui s'appelle tibois, on fait une qui s'appelle... C'est pa tipa tipa pa tipa tipa pa tipa tipa pa tipa tipa pa. Et c'est le rythme de base de la biguine. Alors, il y a un pianiste, je n'ai pas apporté le disque, qui s'appelle Alain Jean-Marie, si vous avez l'occasion, qui a beaucoup enregistré de biguine jazz, et Mario Canonge aussi. Donc, on écoute de Mario Canonge Balata, c'est le numéro 3. Voilà. Ça, c'est le rythme typique martiniquais. Voilà, j'arrête là parce qu'il est moins 10, entre moins 10 et moins 5. Si vous avez des questions, je serai ravi, si je peux y répondre. Je vais passer avec le micro. Et je suis désolée, parce que c'est tellement rapide de ne pas avoir pu vous faire écouter, où elle est plus en détail dans ses musiques. Mais, donc, je vous dis, si ça vous intéresse, ce livre, il est à la bibliothèque, vous n'avez pas besoin de l'acheter d'ailleurs. Il est à la bibliothèque des Trois Perdrix. Et puis il y a toutes les références musicales. Ceux qui veulent le regarder, est-ce qu'il y en a qui veulent le... Je vais passer avec le micro pour ceux qui auraient des questions à poser à Isabelle. Peut-être c'était... Oui ? J'avais suggéré à Magali et elle m'a dit qu'ils allaient acheter les livres pour les avoir ici. Ah, bah c'est gentil, merci. C'est gentil. Des questions, des suggestions. Mais ça, il y aura une conférence. Il y aura une conférence sur le tango. Ouais. C'est pour ça. J'ai dit, je ne vais pas parler aujourd'hui du tango ni du Brésil parce que le mois prochain il y aura une conférence sur les musiques brésiliennes et en avril sur le tango. Alors je me réserve pour le. Alors j'y vais avec ma petite pub. Demain soir au Temple de la Madeleine à 20h, la chorale des eaux vives chante une pièce qui s'appelle Tango Gloria de Martin Palmieri, qui est argentin et qui sera là d'ailleurs. Le compositeur sera là au piano pour jouer ça. Ah, formidable. C'est à quelle heure ? À 20h. 20h. Merci. Au Temple de la Madeleine, pardon. Merci beaucoup. Merci. Ah, avec plaisir. Puis est-ce que vous avez
Merci beaucoup. Mais ils disent jazz et gospel. Ah oui, tango. Ah, très bien. Vous jouez aussi Ah, formidable. Formidable. Là, il y a une question derrière. Oui. Si c'est possible de nous redonner le nom, j'ai noté la Sonora, mais... Sonora Ponceña. P-O-N-C-E-N avec un tilde A. Ponceña. Ponceña. Quelqu'un veut Voilà, bah, profitez si vous avez des questions. Puis sinon... Ah, ça se répète, c'est le même spectacle. Ah bah très bien, oui, oui. Très bien, merci. Et puis nous, Isabelle, on se retrouve donc le 13 mars avec la musique populaire brésilienne. Ce sera le même format qu'aujourd'hui avec justement aussi des passages musicaux et puis donc moi la technique et puis Isabelle en conférence. C'est juste. Et Monsieur Colin là, qui me torture. Alors peut-être Colin ou ce sera peut-être Tuan, on ne sait pas encore à la caméra. Et puis, comme tu le disais, le 10 avril avec l'histoire du tango. Et puis, je vais encore faire, puisqu'on y est, Isabelle quand même a de nombreux talents. Et puis, on se retrouve aussi avec ton groupe qui s'appelle Tropics. Oui, j'ai un groupe de Latin Jazz et Jazz qui s'appelle Tropics. C'est un sextet et on va jouer ici le 15 juin, dimanche 15 juin. Voilà, donc le dimanche 15 juin, comme tu viens de le dire. Et on se réjouit de te retrouver avec cette casquette de pianiste là et de chef de c'est toi qui c'est ton groupe. Oui, ton, oui. ouais. C'est moi la patronne. La patronne du groupe et on se réjouit. Et puis on peut applaudir Isabelle. Oh, merci. Merci. Quelqu'un veut voir Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous laisser un like et un commentaire si cela vous a plu. Au plaisir de vous revoir très bientôt.